Le Pacifique. Lorsque, glissant le long des îles Bachi, nous sortîmes enfin dans la grande mer du Sud, entre autres choses, j'aurais pu saluer mon cher Pacifique par des remerciements sans fin, car le long désir de ma jeunesse se trouvait exaucé. Cet océan serein roulait devant moi vers l'est sur des milliers de lieues bleues. Il y a on ne sait quel doux mystère dans cette mer dont les souples soulèvements terribles parlent de l'âme cachée sous eux, comme ces fameuses ondulations du sol d'Éphèse qui recouvrent saint Jean l'évangéliste. Et il est naturel qu'au-dessus de ces prairies marines, ces immenses prairies ondulant dans la largeur des abîmes au-dessus de ce cimetière des 4 continents, les vagues se lèvent, tombent, montent et retombent sans cesse. Car des millions d'ombres et de ténèbres entremêlées, de rêves noyés, de fantômes, tout ce que nous appelons vie et âme sont là à rêver sans cesse, se tournant et se retournant comme de mauvais dormeurs dans leur lit, et ainsi les vagues roulent sans arrêt sous leur fièvre. Dès qu'il l'a vu une fois, ce Pacifique serein doit être la mer préférée de tout mage voyageur et méditatif. Il roule les eaux les plus centrales du monde. L'océan des Indes et l'Atlantique ne sont que ses membres. Les mêmes vagues lavent les môles des villes nouvelles de Californie, plantées d'hier par la plus récente race d'hommes, et lavent les bords fanés, quoiqu'encore splendides, des terres asiatiques plus vieilles qu'Abraham. Sur ces vagues se balancent des voies lactées d'îles de corail et les archipels plats, inconnus et innombrables de l'impénétrable Japon. Ainsi, le Pacifique divin et mystérieux embrase toute la masse du monde. Tous les rivages ne sont qu'une seule baie pour lui. Il semble être le cœur, abattement de marée de la terre. Soulevé par ces houles éternelles, vous êtes forcé de reconnaître en lui le dieu de toutes les séductions. Courbez la tête devant Pan. Mais la pensée de Pan n'occupèrent guère le cerveau d'Achab, lorsque debout, comme une statue de fer, à sa place habituelle devant le gréement d'Artimon, il reniflait d'une narine distraite le musc sucré des îles Bachi, dans les bois desquels de tendres amants devaient se promener, tandis que consciemment il reniflait de l'autre narine l'haleine salée de la mer nouvellement retrouvée. Cette mer dans laquelle la baleine blanche, tant haïe, devait nager en ce moment même. Lancé sur ces eaux sans fin et glissant vers le terrain de chasse japonais, le dessin du vieillard s'intensifiait. Ses lèvres déterminées se serraient comme les lèvres d'un étau. Le delta des veines de son front se gonflait, comme des ruisseaux débordants. Et jusque dans son sommeil, son cri perçant traversait la voûte de la coque. « À l'arrière, tous! La baleine blanche souffle du sang épais !» Le forgeron. Profitant du temps doux et frais d'été qui régnait sous ces latitudes, et en vue de préparer les besognes spécialement actives auxquelles il fallait bientôt s'attendre, Perth, le vieux forgeron, mâchuré et couvert d'ampoules, n'avait pas fait descendre sa forge portative dans la cale, après qu'il en eût fini avec la jambe d'Achab. Il la gardait encore sur le pont, arrimée solidement par des chevilles à boucles au mât de misaine. Il était maintenant appelé presque continuellement par les maîtres d'équipage, les harponneurs et les hommes de l'avant pour leurs petites besognes personnelles. Réparant, changeant, redonnant forme à leurs diverses armes et garnitures de canot. Il était souvent entouré d'un cercle pressé, attendant d'être servi. Qui tenant des bêches, qui des têtes de pique ou des harpons ou des lances, et guettant jalousement chacun de ses gestes noirs de suie, tandis qu'il travaillait. Mais le vieux avait un marteau patient, manié par un bras patient. Il ne disait rien, il ne rouspétait pas, il ne se pressait pas. Silencieux, lent, solennel, courbant toujours plus bas son échine cassée, il travaillait comme si le travail était sa vie même, et le lourd battement de son marteau le battement lourd de son cœur. Il était ainsi, très misérable. La marche étrange de ce vieillard, une sorte de glissement douloureux qui le jetait de droite et de gauche,
avait excité la curiosité des matelots au début du voyage. À force de questions, il avait fini par leur raconter. Il savait maintenant la honteuse histoire de sa pauvre existence. S'étant attardé, et non innocemment, sur une route entre deux villes de campagne, par une rude nuit d'hiver, ce forgeron, à demi abruti, sentit une mortelle torpeur le saisir, et il chercha refuge dans un grenier défoncé et en ruine. Résultat, on fut obligé de lui couper l'extrémité de ses deux pieds. De cette confidence, on en vint peu à peu à connaître les 4 actes joyeux et enfin le 5e et dernier acte catastrophique du drame de sa vie. C'était un vieil homme qui, sur ses 60 ans, avait rencontré, sans plus jamais les quitter, la tristesse et la ruine. Il avait été un artisan renommé, bien fourni de travail. Il avait possédé une maison et un jardin. Il avait serré dans ses bras une jeune femme aimante et tendre, et 3 enfants robustes et gais. Chaque dimanche, il allait à une gentille église bâtie au milieu des bosquets. Mais une nuit, sous le couvert des ténèbres, et caché sous un déguisement très habile, un terrible voleur s'était introduit dans sa maison heureuse, et l'avait dépouillé de tout, lui et les siens. Le plus triste à dire, c'est que le forgeron lui-même avait introduit, sans le savoir, ce voleur au cœur de sa famille. C'était le démon de la bouteille. Lorsque ce fatal bouchon fut tiré, le démon sortit et embrasa son foyer. Or, pour des raisons très sages et prudentes, d'ordre économique, la forge du forgeron se trouvait au sous-sol de sa demeure. Mais elle possédait une entrée séparée, de sorte que la jeune, aimante et robuste femme entendait toujours sans inquiétude, et même avec beaucoup de plaisir, les vigoureux retentissements du marteau de son vieux mari, dont les échos lui parvenaient amortis à travers les planches et murs, et qui était une berceuse de fer, non sans douceur pour les enfants endormis dans leur chambre. Oh, malheur de malheur! Oh, mort! Pourquoi ne pas être venu au bon moment ? Si tu avais pris ce vieux forgeron avant sa ruine complète, sa jeune veuve alors aurait éprouvé une bonne peine et les orphelins auraient gardé de lui un souvenir vénérable et légendaire pour leur avenir. Mais la mort cueillit quelques vertueux frères aînés sur le joyeux travail duquel reposait entièrement la responsabilité de quelque autre famille, et elle laissa debout le plus qu'inutile vieillard, attendant que la plus hideuse déchéance le rende plus facile à moissonner. À quoi bon tout raconter? Au sous-sol, les coups de marteau se firent chaque jour plus rares, et chaque jour, chaque coup se fit plus faible que le précédent. La femme restait glacée à la fenêtre, les yeux secs, regardant d'un œil brillant les visages en larmes de ses enfants. Le soufflet tomba. La forge fut étouffée de cendres. La maison fut vendue. La mère s'effondra dans l'herbe longue du cimetière. 2 fois ses enfants lui suivirent, et le vieillard, sans maison, sans famille, s'enfut, trébuchant, vagabond en deuil, sans souci pour ses malheurs, sa tête grise ayant été la honte de ses enfants blancs. La mort semble être la seule fin raisonnable pour une vie comme celle-ci. Mais la mort n'est qu'un saut dans la région de l'étrange inconnu. Elle n'est que l'entrée de l'immense lointain, le sauvage, le vaste liquide sans rivage. Ainsi, pour de tels hommes qui soupirent après la mort, mais qui ne veulent pas et ne peuvent pas se suicider, l'océan, le participant innombrable et l'accueillant éternel létal, avec séduction les séduisantes et inimaginables terreurs de sa plaine. Du cœur des Pacifiques infinis, 1000 sirènes leur chantent. Venez ici, ô cœur brisé. Ici, on vit une mort intermédiaire. Ici, on peut avoir, sans mourir, de surnaturelles merveilles. Venez ici, anéantissez-vous dans une vie haïe de votre monde terrien, et qui le lui rend bien. Je donne plus d'oubli que la mort. Venez ici, dressez votre pierre tombale dans le cimetière, et venez ici vous marier avec moi. Entendant ces voix, à l'est et à l'ouest, de l'aube au soir, l'âme du forgeron répondit « Oui, me voilà, j'arrive ». Et ainsi, Perse s'enfuit à la chasse aux baleines. La forge.
Enveloppé d'un rugueux tablier en peau de requin, Perth, la barbe en broussailles, se trouvait sur le coude midi, debout entre sa forge et son enclume. Cette dernière posée sur une bûche en bois de fer. D'une main, il maintenait une tête de pique sur le brasier. De l'autre, il faisait marcher le soufflet lorsque le capitaine Achab survint, tenant à la main un petit sac en cuir à l'air moisi. À une petite distance de la forge, le sombre Achab s'arrêta jusqu'à ce que Perth, ayant finalement retiré son fer du feu, commençât à le frapper sur l'enclume. En vols épais, la masse rouge jetait des étincelles dont quelques-unes tournoyaient autour d'Achab. « Ce sont là les poussins de Mother Carey, Perth. Ils volent toujours dans ton sillage. Des oiseaux de bon augure, mais pas pour tous. Vois-tu, ils brûlent. Mais toi, tu vis parmi eux sans être brûlé. »« Parce que je suis brûlé de partout, capitaine Achab, » répondit Perth, se reposant un instant sur son marteau. « Je suis passé au-delà de la brûlure. On ne peut pas facilement brûler une cicatrice. »« Bon, ça va. Ta voix éteinte sonne trop calmement, trop sainement triste pour moi. Je ne suis pas moi-même en paradis. La misère des autres, quand elle n'est pas folle, m'impatiente. Tu devrais devenir fou, forgeron. Dis-moi, pourquoi ne deviens-tu pas fou? Comment peux-tu durer sans devenir fou? Est-ce que le ciel te hait encore, que tu ne puisses devenir fou? Qu'est-ce que tu faisais là? » « Je soudais une vieille tête de pique, sœur. Elle avait des rides et des bosses. Et peux-tu la rendre de nouveau toute lisse, forgeron, après le dur usage qu'elle a fait? »« Je crois, sœur. Et je suppose que tu peux effacer presque toutes les rides et les bosses, pour si dur que soit le métal, forgeron. »« Oui, sœur, je crois que je peux. Toutes les rides et les bosses, sauf une. »« Regarde donc ici, alors, » cria Achab, en s'approchant passionnément et en appuyant ses deux mains sur les épaules de Perth. « Regarde ici. Ici. Peux-tu effacer une courbure comme celle-là, forgeron ?» Il passa rapidement une main sur son front ridé. « Si tu le pouvais, je placerais de bon cœur ma tête sur ton enclume, forgeron, et je sentirais ton lourd marteau entre les yeux. Réponds, peux-tu effacer cette ride ?»« Précisément celle-là, non, sœur. J'ai dit toutes les rides et les bosses, sauf une. »« Et c'est précisément celle-là, forgeron. Oui, vieux, je sais, elle est ineffaçable. Et encore. Tu ne la vois ici que sur ma chair, mais elle s'est enfoncée jusqu'à s'imprimer dans l'os de mon crâne. C'est tout ride. Mais trêve d'enfantillage. Assez pour aujourd'hui avec ses pics et ses gaffes. Regarde ça. » Il fit sonner le sac de cuir comme s'il avait été plein de pièces d'or. « Moi aussi, je veux qu'on me fasse un harpon. Un qu'une armée de 1000 démons ne puisse briser, Perth. Quelque chose qui restera ferme dans une baleine, comme l'os de sa propre nageoire. Voilà le matériel, » ajouta-t-il en lançant la bourse sur l'enclume. « Vois-tu, forgeron, ce sont des clous usés de fer à cheval, des clous pour chevaux de course, en acier. »« Des clous de fer à cheval, sœur ? Alors, capitaine Achab, tu as là la meilleure matière et la plus résistante dans laquelle nous puissions travailler, nous autres forgerons. »« Je le crois, vieux. Ces clous vont se fondre ensemble comme de la colle d'or d'assassin. Vite, forge-moi ce harpon, et forge-moi d'abord 12 tiges pour sa hampe. Tortille, martèle ces 12 tiges ensemble comme les fils et tendons d'une ligne à remorquer. Allez, vas-y, je soufflerai le feu. » Lorsque les 12 tiges furent faites, Achab les éprouva une à une, en les faisant tourner autour d'une longue et lourde cheville de fer. « Un défaut, » s'écria-t-il en rejetant la dernière. « Retravaille-moi celle-ci, Perth. » Quand ce fut fait, Perth commença de souder les 12 en une seule, lorsque Achab lui arrêta la main, lui disant qu'il souderait lui-même son propre fer. Tandis qu'avec des halètements réguliers, il tapait sur l'enclume, Perth lui passant les baguettes rougies l'une après l'autre, et que la forge durement poussée dardait une intense flamme droite, le Parsi passa silencieusement, et, penchant sa tête vers le feu, sembla jeter une malédiction ou une bénédiction sur l'ouvrage. Mais quand Achab releva le front, il se releva de côté. « Pourquoi ce valet de Lucifer tourne-t-il là autour » marmonna Stubb, qui regardait la scène du gaillard d'avant. « Ce Parsi sent la poudre comme une fumée.
Il en a l'odeur, même comme le barillet d'un fusil chaud. Enfin, la hampe reçut le dernier coup de feu, et lorsque Perce, pour la refroidir, la plongea toute sifflante dans une barrique d'eau qui était à côté, la vapeur bouillante s'élança vers le visage penché d'Akab. « Voudrais-tu me marquer, Perce » gronda-t-il sous la douleur. « N'est-ce donc mon propre fer à marquer que je viens donc de forger ?»« À Dieu ne plaise. Mais je crains quelque chose, capitaine Akab. Ce harpon n'est-il pas pour la baleine blanche ? Pour le diable blanc. Mais maintenant, aux barbelures. Tu vas les faire toi-même, vieux. Voici mes rasoirs. Le meilleur acier. Voilà. Et fais ces barbes aiguës comme des glaçons de la mer de glace. » Pendant un moment, le forgeron regarda les rasoirs comme s'il eût bien voulu ne point s'en servir. « Prends-les, vieux. Je n'en ai plus besoin désormais. Je ne me raserai, ni ne mangerai, ni ne prierai jusqu'à ce que... Allons, au travail. » Façonné en forme de flèche et soudé à la tige, bientôt l'acier forma pointe à l'extrémité de l'arme, et comme le forgeron s'apprêtait à rougir les barbes pour la dernière fois, il cria à Akab d'approcher la barrique d'eau. « Non, non, pas d'eau pour ça. Je veux la vraie trempe de la mort. Ohé, là-bas, Tashtego, Kikeg, Dago. Qu'en dites-vous, païen? Me donnerez-vous assez de sang pour tremper ce harpon ?» Il le tenait haut dans l'air. 3 signes de tête simultanés répondirent « Oui ». 3 piqûres furent faites dans la chair païenne, et les barbelures, destinées à la baleine blanche, furent alors trempées. Ego non baptismo te in nomine patris, sed in nomine diaboli, délira Akab, tandis que le fer maudit dévorait en le brûlant le sang baptismal. Ceci dit, se baissant vers un tas de bâtons de rechange, il en choisit un en noyer d'Amérique et l'adapta à l'acier. Un rouleau de ligne à remorque fut alors déroulé et quelques brasses apportées au cabestan pour y être tendues à bloc. Akab appuya son pied dessus jusqu'à ce que cette corde résonnât comme celle d'une harpe, puis, se penchant avidement dessus et n'y voyant aucune fibre rompue, il s'exclama « Bon, et maintenant aux prises !» La ligne fut défaite à une extrémité, et les fils en furent séparés, étendus puis tressés et tissés autour de l'emmanchure du harpon. Le bois fut alors fermement enfoncé dans l'emmanchure et solidement attaché, ainsi avec des tresses de ficelle. Ceci fait, bâton, fer et ligne, comme les 3 parcs, restaient inséparables, et Akab s'en fut sombre avec l'arme. Le bruit de sa jambe d'ivoire et celui du bâton de noyer sonnaient creux sur chaque planche. Mais avant qu'il eût pénétré dans sa cabine, un bruit léger, moqueur, surnaturel, mais très pitoyable, se fit entendre. « Oh, Pipe ! Ton rire malheureux, ton regard paresseux et cependant infatigable, toutes tes étranges grimaces se mêlaient, non sans signification, avec la noire tragédie du vaisseau mélancolique et s'en moquaient. » Le doreur. Pénétrant de plus en plus au cœur du terrain de chasse japonais, le Pécode fut bientôt tout affairé dans la pêcherie. Souvent par temps doux et agréable, et durant 12, 15, 18 et 20 heures de fil, l'équipage était occupé dans les canaux à poursuivre régulièrement les baleines, soit avec les rames, soit à la voile ou à la pagaie, ou bien, par intervalles de 60 ou 70 minutes, attendaient tranquillement que les monstres réapparussent à la surface. Tout ceci avec peu de succès pour leur peine. En de pareilles périodes, sous un soleil intact, voguant tout le jour sur le lent gonflement des vagues, assis dans un canot léger comme un canoë de bouleau, mêlé d'une manière si sociable aux vagues elles-mêmes, qui, comme les chats du foyer, ronronnent contre le plat-bord, on a des moments de rêveuse quiétude, et quand on regarde la tranquille beauté, l'éclat de la peau de l'océan, on oublie le cœur de tigre qui halète dessous. On oublie volontiers que cette patte de velours cache une griffe cruelle. C'est alors que le voyageur dans son canot ressent un certain sentiment filial, confiant envers la mer, qu'il considère
comme autant de terre fleurie. Le lointain vaisseau semble se frayer un chemin, non pas à travers les hautes vagues roulantes, mais parmi les hautes herbes d'une prairie ondulante. Pareil aux chevaux des émigrants de l'Ouest, qui ne dépassent l'herbe que de leur oreille droite, tandis que leur corps masqué fraie un large chemin dans l'étonnante verdure. Dans l'étendue des vallons vierges, des douces mamelles de collines bleues et le silence qui s'étend sur tout, les marins sont comme des enfants lassés de jeu et qui dorment couchés dans ces solitudes au cours de quelques joyeux mois de mai, quand les fleurs des bois sont cueillies. Et tout ceci se mêle à votre plus mystérieuse humeur. Réalité et rêve se rencontrent, s'interpénètrent et ne forment plus qu'un tout sans frontières. De telles scènes calmes, bien que provisoires, ne manquèrent pas de produire un effet provisoire, lui aussi sur Achab. Ces secrètes clés d'or semblèrent ouvrir en lui ses personnels et secrets trésors d'or, mais son souffle l'éternissait. Ô bosquet des eaux verdoyantes, ô paysage infini de l'âme toujours verdoyant, bien que depuis longtemps desséché par la mortelle sécheresse de la vie terrestre, en vous, les hommes peuvent encore se rouler comme de jeunes poulains dont le trèfle nouveau du matin, et pendant quelques instants fugitifs, sentir sur eux la fraîche rosée de la vie immortelle. Dieu veuille que ces accalmies soient durables. Mais les fils, mêlés et embrouillés de la vie, sont tissés dans la chaîne et la trame. Les accalmies sont entremêlées d'orages, un orage pour chaque accalmie. Il n'y a point de progrès régulier dans cette vie qui ne fasse marche arrière. Nous n'avançons pas de degré en degré jusqu'à un arrêt. À travers l'envoûtement inconscient de la tendre enfance, la foi irréfléchie de l'enfance, le doute de l'adolescence, sort commun, le scepticisme, puis l'incrédulité, puis l'arrêt final dans le repos méditatif de la maturité. Mais quand la ronde est achevée, nous le reprenons de nouveau, et nous redevenons des enfants, des garçons, des hommes et des douleurs éternelles. Où se trouve le port terminal, d'où nous ne lèverons plus l'ancre pour partir? Dans quel éther ravi vogue le monde, dont les plus las ne se lasseraient jamais? Où se cache le père de l'enfant trouvé? Nos âmes sont comme ces orphelins dans le sein des filles mères qui meurent en les mettant au monde. Le secret de notre paternité reste dans leur tombe, et c'est là qu'il nous faut aller pour l'apprendre. Ce même jour, du côté de son bateau, le regard fixé sur cette même mer dorée, Starbuck murmurait à voix basse. « Beauté insondable. Jamais un amant n'a vu la pareille dans les yeux de sa jeune épouse. Ne me parle pas de tes requins avec tes rangées de dents, ni de tes mœurs de cannibale et de voleuse d'hommes. Que la foi chasse le réel, que l'imagination chasse la mémoire. Je regarde dans la profondeur et je crois. » Stubb, tel un poisson aux écailles étincelantes, sauta debout dans cette même lumière dorée. Je suis Stubb, et Stubb a son histoire, mais ici, je jure qu'il a toujours été joyeux. Le Pécode rencontre le jeune homme. En vérité, joyeux sur les choses que nous vîmes et entendîmes apporter par le vent quelques semaines après que le harpon d'Achab eût été forgé. C'était un navire de Nantucket, le jeune homme, qui venait juste de caler son dernier tonneau d'huile et de verrouiller ses écoutilles prêtes à éclater. En tenue de fête, joyeusement, quoique avec pas mal d'orgueil, il faisait une tournée parmi les vaisseaux très éparpillés sur le terrain de chasse, avant d'orienter sa proue vers chez lui. Ces trois vigies, du haut de leurs mâts, portaient de longs rubans rouges qui flottaient de leurs chapeaux. À son arrière, une baleinière était suspendue, la coque en l'air, et, amarrée au beaupré, on voyait la longue mâchoire inférieure de la dernière baleine qu'ils avaient tuée. Signaux, drapeaux et pavillons de toutes couleurs flottaient de toutes parts sur son gréement. Fixés au flanc de ces trois nids de pie étaient deux fûts de spermacétie. Au-dessus d'eux, dans les traverses de une, il y avait d'autres petites barriques du même fluide précieux,
alimentant chacune une lampe de cuivre. Par la suite, on apprit que le jeune homme avait eu le plus surprenant succès, d'autant plus merveilleux que tout en faisant croisière dans les mêmes eaux que lui, quantité d'autres vaisseaux n'avaient fait aucune prise. Non seulement des fûts de bœufs et de pain avaient été donnés pour faire place aux spermacétis tellement plus précieux, mais des tonneaux supplémentaires avaient été marchandés aux navires rencontrés. Ces tonneaux étaient rangés le long du pont et dans les cabines du capitaine et des seconds. De plus, la table de la cabine avait été convertie en bois à brûler, et les officiers prenaient leur repas sur le large plat d'un tonneau fixé au plancher en guise de meuble central. Aux gaillards d'avant, les matelots avaient été jusqu'à calfater et goudronner leurs caisses pour les remplir. On ajoutait avec humour que le cuisinier avait mis un couvercle à la grande marmite et l'avait rempli également, que les harponneurs avaient bouché les hampes de leurs harpons et les avaient remplis. Bref, qu'en vérité, tout débordait de spermacétis, sauf les poches du pantalon du capitaine qu'il se réservait, afin d'y plonger ses mains en présomptueux témoignage de son entière satisfaction. À mesure que ce chanceux et bienheureux vaisseau s'approchait du Pécode, un bruit barbare d'énormes tambours venait de son gaillard d'avant. Lorsqu'il fut encore plus près, on vit une foule d'hommes debout autour des énormes bouilloires, qui, couvertes de la peau parcheminée d'un estomac de baleine noire, retentissaient sous les poings de l'équipage. Sur le gaillard d'arrière, les seconds et les harponneurs dansaient avec des filles au teint olivâtre, qui s'étaient enfuies avec eux des îles polynésiennes. Suspendu dans un canot décoré, haut et fermement attaché entre le mât de misaine et le grand mât, 3 nègres de Long Island jouaient une joyeuse gigue avec des archets étincelants en ivoire de baleine, tandis que d'autres membres de l'équipage s'affairaient tumultueusement à démolir la maçonnerie des chaudières, dont les énormes pots avaient été retirés. Leurs cris étaient si sauvages que vous auriez pu croire qu'ils étaient en train de démolir une Bastille maudite, jetant à la mer les briques et les ciments désormais inutiles. Ordonnateur de toute cette scène, le capitaine se tenait debout sur le gaillard surélevé d'arrière, de sorte que le joyeux spectacle se déroulait devant lui et semblait n'être arrangé que pour son divertissement particulier. Achab aussi était debout sur son gaillard d'arrière, hirsute et noir, avec un air de sombre entêtement, et lorsque les 2 vaisseaux se croisèrent, l'un tout jubilant pour les choses passées, l'autre plein de pressentiments pour les choses à venir, les 2 capitaines formaient un frappant contraste. « Venez à bord! Venez à bord !» cria le commandant du joyeux jeune homme en brandissant un verre et une bouteille. « As-tu vu la baleine blanche ?» grinça Achab en guise de réponse. « Non, seulement entendu parler. Mais je n'y crois pas du tout, » répondit l'autre sur un ton de bonne humeur. « Venez à bord. Tu es foutrement gai. Passe ton chemin. As-tu perdu des hommes ? Pas de quoi en parler. 2 Islandais, c'est tout. Mais viens à bord. Vieux copain, viens. On est gai ici. Un navire plein et en route pour le pays. » « C'est merveilleux comme un idiot peut être familier, » marmonna Achab, puis à haute voix. « Tu es un navire plein et en route pour le pays, dis-tu. Ça va. Alors moi, je suis un navire vide en route pour l'étranger. Va ton chemin et je vais le mien. Oh là, à l'avant, toute voile dehors et droit au vent. » Et ainsi, tandis qu'un des vaisseaux voguait gaiement devant la brise, l'autre luttait avec entêtement contre. Ils se séparèrent. L'équipage du Pécode regarda longuement et gravement le jeune homme qui s'éloignait. Mais ceux du jeune homme n'y prirent point garde, tout occupés de leur joyeux ébat. Lorsqu'Achab, penché sur la poupe, regarda le vaisseau retournant au pays, il sortit de sa poche une petite fiole de sable. Il regarda alternativement la fiole et le vaisseau. Il sembla les réunir dans sa pensée, dans une réminiscence lointaine. Cette fiole contenait du sable provenant d'un sondage à Nantucket.